Ce matin, à la Châtre, il me fait froid. Toutes les branches des arbres sont gelées. Les toits ont une mince pellicule, du givre ou de la neige qui est tombée dans la nuit. Non, du givre. Ça va briller avec le soleil. Il fait certainement très froid. J'ouvre la fenêtre, je respire. Ça me pique. Ça me donne envie de tousser. Je referme la fenêtre. Cécile me rejoint dans mon petit atelier. Tu as vu dehors? Oui. On n'aura jamais ça ailleurs. Je ne sais pas. Il est vrai que c'est très joli. Surtout de ce côté. Ah non, de l'autre côté aussi. Viens voir. La place, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien ce matin. La place, c'est comme un rêve. Rien n'est encore éclairé. Les volets sont fermés partout. Les gens ont peur de faire entrer le froid. Regarde les toits. Ouais. C'est presque un rêve. J'aime bien voir aussi à partir de la cour. Alors on revient tous les deux dans mon atelier. Je regarde dans le ciel si je vois les premiers oiseaux arriver. Je me demande si ce matin ce sera encore le merle. Le premier, c'est lui. C'est lui qui annonce en sifflant « La soupe est servie ». J'ai déjà mis les graines. Les graines de grains de blé, grains d'avoine, grains d'orge. La petite boîte est pleine. Les oiseaux sont servis. Zaza est sortie. Elle a mangé. Sirène a déjà bien mangé, bien pissé. Les deux, quand on est monté, dormaient, chacun sur une chaise. Cécile est en chemise de nuit. Je lui dis, tu devrais vite rentrer dans ta pièce, t'habiller. Tu n'as pas froid comme ça? Non, je me suis un petit peu agité. Je me sens bien ce matin. Et toi? Oui, tu vas travailler? J'ai à finir ma plaque. Et toi, tu? Moi, je vais retourner aux bandes. Ça va durer longtemps? Je ne sais pas pourquoi. Oh, c'était comme ça. Tu t'inquiètes? Pas du tout. Tu trouves que c'est long? Non, il n'y a que toi pour savoir. Ben, ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas. Et c'est sur quoi? Je ne sais pas. C'est toujours la même chose. Je m'assieds, je glisse une cassette, j'appuie sur mon petit bouton, j'ouvre mon micro. J'espère qu'il ne va pas y avoir un bruit dans la maison ou dehors qui va me gêner, qui va m'empêcher de me jeter. Et je me jette. Et là, toujours sans savoir. Toujours sans savoir. On peut dire que c'est une aventure. Oui, on peut dire ça, bien sûr. On peut dire aussi que c'est un type perdu qui... c'est un type perdu qui parle. Quelqu'un qui est perdu parle seul. Ça t'est déjà arrivé, ça? Oui, mais ordinairement, quand ça m'arrive, moi, je suis dans mon lit. Je m'enroule dans une couverture, là, je me parle. Tu aurais envie d'essayer, ça? Non, pas du tout. Non, mais essayer, c'est... Tu verrais après. Non, ça, je veux pas. Ça, c'est vraiment à toi. Oh, c'est pas vraiment à moi. Tu te mettrais dans ta pièce, je te montrerai comment manipuler, mais je resterai la bouche ouverte. Tu es pas sûr? Non. Déjà, quand je sors une feuille de papier, ça vient pas. Alors tu y vas.
Je m'habille, je descends, je ferme les portes derrière moi. Tu décroches le téléphone comme tu fais d'habitude. Voilà les premiers oiseaux. J'entends Cécile qui descend. L'étage est complètement à moi. J'ai débranché le téléphone. J'ai laissé les volets fermés. Tous les matins, je suis un peu anxieux, oui, je peux dire. J'ai peur. Ça fait 40 ans que j'ai peur comme ça, le matin surtout. Dans l'après-midi et dans le soir, ça n'est pas cette peur-là. Je n'ai même pas peur. Mais le matin, je me demande et je me dis si la main du diable était venue et fermait le robinet. Perdu. Perdu. Si je restais là 1 heure, 2 heures, 3 heures devant le micro, rien. Vide. La poubelle vide. Plus d'ordures, plus d'odeur. Je cherche et je me dis, quand je suis devant ma feuille de dessin, c'est ça que j'ai. C'est pas ça. J'ai quelque chose à regarder, j'ai du blanc à regarder, là. Mais évidemment que si ça dure 1 demi-heure, 1 heure, j'ai la même pensée. Mais quand je me mets à mon dessin, sinon je me mets pas à mon dessin. Je me lève, je tourne, je vais boire un café, je remonte. C'est autre chose. Tandis que là, je peux pas dire, je me mets devant le micro, ça vient pas, je me lève, je vais boire un café, je reviens. Ça ne s'écoule pas de la même façon, ou ça ne se coince pas non plus de la même façon. Il s'agit de la voix, et la voix qui dit de la parole, et la parole, c'est pas de la parole que je vais chercher et poser sur du papier. C'est pas une petite ombre, une petite tache à partir de laquelle je vais démarrer. Je m'assieds, il faut que ça vienne. Et si ça vient pas, plus le temps va passer, 1 minute, 5 minutes, 1 demi-heure, moins ça viendra. Et donc la matinée sera perdue. Ça m'importe peu. Mais si l'après-midi c'est pareil et le lendemain ça devait être pareil, la main est venue qui a fermé le robinet. Alors peut-être qu'après, le soir ou le lendemain, ne revenant plus ou y revenant, admettons que j'y revienne et qu'à nouveau ça soit coincé. La main a bien fermé le robinet. Mes mots ne peuvent pas passer. La parole n'est pas là. C'est-à-dire que ce qui voulait sortir n'existe plus, ou bien moi j'ai un bouchon. Très pénible, hein, très très pénible. Je ne suis pas sûr que ça soit très comparable à ce que je vais dire, mais ça revient sans doute à se trouver devant la femme et de ne rien pouvoir lui dire. Alors la différence, c'est que la femme, ou bien elle reste muette, bon, c'est le micro, muet, il fait rien, ou bien la femme parle et dit « Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me dis rien ?» Et si ça continue, muet, « Mais tu me fais peur, qu'est-ce que tu veux dire ?» Et rien ne vient. Très vite, une femme dirait « Tu ne veux plus », très vite. Et moi, je me dis aussi ça, très vite. Ça ne veut plus, ça ne peut plus. Alors que dans le crayon, dans le dessin, dans l'aquarelle, ça ne peut plus, mais mon geste, il est long avant d'être entièrement tari. Je peux encore un temps, de quelques heures, quelques jours, beaucoup plus même, ne faire que quelque chose de raté, que je sens qui ne m'attire pas. Mais je peux tracer. Je ne peux pas me mettre devant le micro et tracer une parole. Non. C'est ou ça n'est pas. C'est guère mieux le dessin si ce sont des petits signes qui au fond ne sont pas. Ce matin, j'ai regardé par la fenêtre. Voilà. J'ai peut-être bien commencé ma journée. J'aime bien le matin me lever et je ne le formule pas comme ça, mais je dis bonjour dehors. Ouais.
Bonjour à la vie. C'est pas exactement à la vie que je pense, mais c'est à la vie que c'est. Je retrouve, mais je ne les retrouve pas toujours. Là, ce matin, en ouvrant la fenêtre, les arbres blancs gelés, j'ai pas vu ça encore. J'ai vu ça plusieurs fois les années précédentes, mais là, récemment, pas de ça. D'où je guette les oiseaux. Le premier oiseau qui viendra sur une branche de l'arbre. Il y a le lilas. On l'a coupé, on l'a taillé. Il y a beaucoup moins de branches. Les oiseaux ont pris toutes les branches qui ont été coupées, qui sont restées comme des moignons sur le tronc, disons, la partie principale du lilas. On a fait ça aussi sur un grand prunus, trop grand, donc rogné. Et il reste comme ça, sur le lilas ou sur le prunus, 6, 8 branches coupées à l'horizontale. Et puis quand viendra le printemps, les petits surgeons vont venir. Eh bien les tourterelles, les autres oiseaux aussi, un ou deux par-ci par-là, mais les tourterelles ont fait de chaque branche qui a été sciée à l'horizontale, qui fait un tout petit reposoir, comme le bout d'une bûche. Elles ont choisi ça comme perchoir. Et le prunus et le lilas, le prunier aussi, mais lui il n'a pas été taillé, puis il est immense. Mais il y a moins de tourterelles dans le prunier, sur le prunier, et qu'il n'y en a sur le prunus et le lilas. Hier, avec Cécile, on a été, mais émerveillés. Si l'un de mes dessins que j'avais appelé l'arbre au sein, les saints, des sages, si l'arbre au sein n'était pas venu avant mais venait maintenant, je dirais que c'est cette taille du prunus avec les tourterelles qui sont venues qui aurait fait que j'avais là trouvé les prémices de l'arbre au sein. J'aurais peut-être mis des tourterelles d'ailleurs au lieu de mettre des têtes d'hommes ou de femmes. Voilà les tourterelles. Ah, le froid, ça ne les empêche pas de venir. Elles sont doublées en volume, comme irisées, comme... Est-ce que c'est parce qu'elles ont froid et qu'en se gonflant, elles empêchent le froid d'arriver? Je les ai déjà vues comme ça quand il fait très très chaud et qu'elles s'ouvrent. Elles ouvrent leurs ailes, elles font rentrer tout ce qu'il peut y avoir d'humide et d'un peu frais. Mais là, je me demande un instant si ce n'est pas du gel qui s'est glissé, comme du givre qui serait glissé entre leurs plumes et qui les aurait mis dans cet état-là. Pourtant, elles veulent bien. J'en vois une qui descend, qui cherche par terre, qui remonte. Non, c'est pas ça. Non, les corbeaux vont pas tarder. Je tourne un peu dans ma pièce, je regarde si j'ai bien tout branché. Si je vais pouvoir venir dans une minute ou deux. Je vais peut-être descendre boire un café avant. Pas sûr, on verra. Voilà le corbeau, deuxième corbeau, troisième corbeau. Ça, ce sont les trois corbeaux qui viennent. Il y en a d'autres, mais ceux-là connaissent. Ceux-là s'entendent avec les tourterelles. Pendant que les tourterelles picorent, eux sont sur la barrière. Quand la tourterelle ou les tourterelles ont fini de picorer pour aller faire un petit tour et revenir, à ce moment-là, les corbeaux rentrent. À nouveau, les tourterelles attendent. Les corbeaux s'en vont, faire aussi un petit tour. Seulement, eux, ils ne reviennent pas 10, 15 fois par jour, ils viennent 2 fois, 3 fois, c'est assez. Mais après leur passage, il ne reste plus beaucoup comme graines. Je regarde, ils n'ont pas les plumes gonflées comme les tourterelles. Par contre, ils ont comme une calotte grise sur le dessus du crâne. Je regarde bien, ça descend même vers, on pourrait dire vers les épaules, vers le haut des ailes. Mais c'est du givre qui s'est déposé sur eux. Ils doivent être frigorifiés. Les tourterelles ne dorment pas dans les arbres alors. Elles ont des endroits où nicher. Les corbeaux sont dans les peupliers. Je sais où ils sont. Il doit faire très froid là-haut. Ils picorent, ils se retournent, ils se regardent,
Il s'élève. Et les tourterelles reviennent. Ah, le maire le court par terre. Le maire, il ramasse les grains que les tourterelles ont fait tomber, certainement. J'ouvre un petit peu la fenêtre. Oui, oui, c'est bien ça. Ils sont les deux merles. On croit qu'il s'agit d'un couple. Ça vit en couple. Ah, ils sautent, on dirait des petits jouets mécaniques, électriques. Une vitesse folle sur le sol. Le bec est jaune. Ils sont continuellement en train de bouger la tête. La tourterelle, beaucoup moins. Le corbeau, on a l'impression qu'il a un œil qu'on n'a jamais vu, mais qui est derrière, sur sa nuque. Si on bouge la main, alors qu'il nous tourne le dos, il s'envole. Il a senti et vu qu'on bougeait la main. Il supporte pas. La tourterelle est tout à fait différente. Elle regarde. Elle regarde sur le côté, bien sûr, elle ne peut pas regarder devant. Elle regarde et elle guette. On se tient à distance, donc elle peut rester. Le corbeau, ils sont à distance, il faut partir. Plus de douceur dans la tourterelle, de douceur apparente, parce qu'elle se donne de ses coups de bec, qu'elle se tue, que le corbeau. Mais le corbeau me semble plus solidaire de l'autre. Entre eux, ils forment une véritable communauté. Et la tourterelle me semble pas former une communauté. Quand on les voit, elles sont toutes ensemble, grises avec leur petit bec noir. Ils ont une sorte de petit collier aussi, plus brun autour du cou, comme une petite chaîne. Mais une sorte d'individualité chez la tourterelle. On voit des tourterelles arriver seules. Il est très rare de voir un corbeau seul. Toujours le groupe. C'est pas le soleil qui se lève dans le fond, mais c'est une lueur qui, lentement, apparaît derrière les nuages. Un jour, j'ai vu le ciel tacheté de quelques nuages, je ressemblais comme à un lac de mercure. Ouais, ce matin, pas du tout. Ce matin, il est plombé, chargé par ce brouillard. S'il y a des nuages, on ne les voit pas. Mais dans le brouillard, la lueur c'est comme un feu de Bengale. Les matins à la campagne sont bien sûr des réveils, mais c'est pas ça. C'est un jour angoissant qui se lève toujours le matin. Il faut vraiment être dans l'été, chaud, le soleil se levant à 5h30, 6h. Déjà présent, fort, gros, père du monde. Le père du monde. Mais la campagne, hors de l'été, elle a toujours sa mélancolie. Une barrière dans la campagne, non seulement qu'elle empêche ou qu'elle interdit d'entrer dans un champ, de passer de tel point à tel autre, c'est pas tellement l'interdiction, la barrière. La barrière, elle marque une limite. Mais une barrière, c'est toujours, surtout ici, dans notre campagne. Ils les font très simplement, de bois horizontaux et des petites lattes verticales. Très vite, elles se recouvrent de mousse. Très vite, elles se déforment, elles se déhanchent. Très vite, elles deviennent vieilles. Il y a rarement une barrière jeune. D'abord, ça dure très longtemps, une barrière. Je suis très très attiré par les barrières. Quand la mousse est très chargée, quand la mousse elle pend, ça me fait penser quand je vois une barrière vraiment envahie par des herbes et par la mousse. Ça me fait penser à la maison que nous avons quittée, qui était là-haut, au Cousin. Quand on l'a quittée, elle était en bon état, très bon état même. Mais il y avait une apparition de salpêtre. Et c'était pour moi, un véritable problème. Quand je le voyais, j'embrayais immédiatement sur une inquiétude extrêmement profonde. Je ne voyais pas comment arrêter cette vermine qui montait à l'assaut du mur. Mais il y en avait peu. Il y avait la largeur d'une plainte dans le bas.
et sur quelques centimètres. Je voyais la lèpre dans la maison. Je le montrais à Cécile qui me disait « Mais il n'y a rien, c'est ça, tu souffles et puis ça tombe. » Le fait que je souffle sur un mur et que de la poussière tombe, c'était pas fait pour me rassurer. Je n'aime pas, je ne supporte pas qu'il y ait une certaine défection, surtout dans quelque chose à la fois de mort, de froid, et que seule ma présence fait vivre la maison. Et puis on est parti. On a laissé, si on peut dire, la grande barrière là-haut. Puis maintenant, ça fait des années, plus de 10 ans. Mais j'ai su que ça s'est mis à grandir, cette poudre-là, cette lèpre-là. Et ça s'est certainement amplifié, je ne dirais pas aggravé, puisque ça n'existait pour ainsi dire pas quand nous y étions. On en a passé près de 15 ans dedans. Mais d'avoir laissé la maison inhabitée, de ne pas l'avoir chauffée, peut-être de ne pas l'avoir aimée. Personne n'a fait de dessin ni de cuivre dedans. Personne n'a fait l'amour pendant des années dedans. Maison vide. Personne n'a souffert. Il n'y avait personne. C'est la maison qui s'est mise à souffrir. Elle s'est peut-être mise à parler à sa façon. Et pourquoi pas? À pleurer, à s'angoisser de ça, à retomber dans l'état dans lequel nous l'avions trouvé. Alors là, il y a 20 ans. Plus de 20 ans. J'ai donc su que la lèpre l'envahissait. C'était un voisin. Je le connais, je m'étais arrêté, j'avais demandé. Et là-bas, ça va? Eh bien là-bas, c'est drôle ce qui arrive. Si vous voyez, à l'intérieur sur les murs, il y a comme de la barbe blanche partout. Je l'avais dit à Cécile. Cécile en avait été, mais c'était vraiment la grande mauvaise nouvelle qui n'était pas rentrée chez nous depuis des mois, peut-être même des années. Notre maison, notre ancienne maison, se recouvrant d'une barbe à l'intérieur. Tous les murs en avaient, paraît-il. Quand on passait la main, ça volait un peu, puis ça tombait. L'envers dans la couleur de la toile d'araignée de ma cave. L'envers, mais la toile de quoi? La toile de la mort. Et Cécile a eu une difficulté à accepter que cette maison, là-haut, se réduise à... Peut-être un jour allait tomber et devenir une sorte de grand tas de neige. Je la calmais en lui disant, mais ça c'est tout à fait impossible. Mais ce qui est très possible, c'est que, et j'en ai parlé avec le voisin, ne chauffant pas, ne l'ouvrant pas, laissant passer des mois et des années comme ça, il a suffi qu'il y ait eu déjà quelque chose dedans. Que moi, ce que je voyais à peine en bas soit devenu ça, parce que... Puis j'ai dit à Cécile, tu sais, personne ne fait rien dans cette maison. Elle est à ça. Elle est totalement libre, elle retourne à son anarchie. Son anarchie, c'est destructeur. Si quelqu'un venait donner un grand coup de balai là-dedans, faisait marcher à fond le poêle dans le grand atelier, mettait en marche les 2 cheminées, ouvrait les fenêtres, sifflait, écoutait de la musique, rentrait, sortait, avait un chat, un chien. Cécile me dit, en fait, recommencer ce qu'on avait fait. Ah non, moi j'y retournerai pas. Non, mais que quelqu'un fasse, oui, pourquoi pas. La maison revivrait, elle rouvrirait ses yeux, ça recirculerait.